Mesdames et messieurs, bonjour. Y a-t-il eu tentative de violation du siège d'un parti politique cette semaine à Yaoundé? Les images de certains leaders politiques assis à même le sol et arrosés par un camion citerne anti-émeute ont fait le tour du monde, tout comme cette information selon laquelle la cérémonie d'inauguration et les présentations de la fresque en hommage aux victimes de Boko Haram a été également interdite. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur ce régime des réunions et des manifestations publiques au Cameroun, avancée ou reculade. C'est le point central de cette édition de Canal Presse, dont voici le sommaire avec Ghislain Pierre-Essonneau. Liberté d'association, le corps n'a toujours pas chanté au Cameroun. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, les organisations de la société civile mentent qu'il a été enregistré 588 interdictions de manifestations publiques, excusez du peu. Ces OSC ont vite conclu, sans mensonge cette fois, que le législateur camerounais des années 90 a tout fait et de ce fait, c'est ce qui a été donné légalement, qui a été retenu administrativement. En théorie, le cadre légal préconise la déclaration comme régime en faisant une différence nette entre réunions publiques et manifestations publiques. Pour le premier cas, l'obligation légale est faite à l'autorité administrative de libérer. Et pour le second, la lettre et l'esprit de la loi camerounaise appellent un brin d'appréciation. En pratique, toi, monsieur le sous-préfet, et toi aussi, monsieur le préfet, prenez trop souvent vite le prétexte de la prévention de troubles à l'ordre public. Et cela énerve beaucoup Hilaire Kamga, Edith Kawala, Adissé Tekane, Ali Sadio et tous les millions de Camerounais, si souvent arrêtés et mis en cellule. Le voisin de l'autre a même dit qu'il était plus facile aujourd'hui de déplacer les forces de sécurité en leur annonçant une manifestation des opposants que pour tout autre cas, c'est peut-être pour rire. Deux pays, deux visages, même continent. Le Congo et la République centrafricaine nous donnent à voir des situations politiques contraires, l'une pour sourire de honte et l'autre pour sortir de pleurs. Le président Touadéra est désormais investi à Bangui, la capitale, après une longue période de transition, née de la chute de François Bozizé en 2012. Le processus ainsi conclu par Catherine Samba-Panza s'achève avec bonheur. Et c'est bien elle à qui revient l'autre mérite aux côtés des apports extérieurs tels Sangari et autres Monuc. Catherine Samba-Panza a réussi en République centrafricaine, comme c'était le cas hier au Gabon, avec Rose Rogombe. C'est à vous les femmes, merci maman, maman avec S. Au demeurant, il faut se féliciter de cette issue, car ailleurs, les gestionnaires de la transition se portent souvent eux-mêmes candidats, d'où parfois ça se gâte. Justement, au Congo de Sassou Nguesso, personne n'est en mesure de dire le lendemain d'une présidentielle organisée, après avoir pris soin de couper toutes les communications. La loi du plus fort a prévalu et ce sont les acteurs de la gouvernance qui ont insulté la démocratie, du moins celle de temps moderne. Aux dernières nouvelles, l'Union africaine et l'Union européenne boudent les résultats et le scrutin lui-même. Comme quoi, la force inclusive est partie. Voyons donc les deux processus en République centrafricaine et au Congo. Cette émission est votre rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici votre émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Invité au débat ce dimanche, Guiba Gatama, bonjour. Bonjour. C'est très rare sur les antennes des télévisions. Hein. Pas si rare que ça, mais bon. Mais vous êtes là, ça fait un bon nombre d'années qu'on ne vous a pas vu, mais on rappelle quand même que vous êtes journaliste, le directeur de publication de L'Œil du Sahel, membre du Conseil national de la communication. C'est surtout en votre qualité de président du collectif Uni pour le Cameroun que vous êtes là ce dimanche. Et j'ai choisi de parler avec vous de l'économie, avec le ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire qui était à Douala cette fin de semaine pour écouter les industriels. Ils ont demandé au ministre à être soutenu pour la relance du secteur industriel. La réponse, l'une des réponses du gouvernement, c'est d'ailleurs la création du bureau de mise à niveau des entreprises. Pour vous, c'est suffisant? Disons qu'il faut déjà saluer l'initiative du ministre de l'économie, parce que le secteur industriel représente, je pense, 30% du PIB. Donc c'est un secteur porteur de croissance. C'est un secteur qu'il faut encadrer, qu'il faut soutenir. Et avec les facteurs exogènes, avec les APE qui vont entrer bientôt en vigueur, donc c'est un secteur qui a besoin de protection si nous voulons
rend notre économie compétitive et si nous voulons glaner quelques petits points de croissance. Merci à vous d'être venu. Maître Emmanuel Sim, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Dominical, je dis bonjour à ceux qui nous regardent ce matin. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et troisième vice-président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Avec vous, je vais parler de sport. Vous avez regardé le match de foot des Lions à la télé cette semaine, un match nul à Durban en Afrique du Sud. Et le capitaine Stéphane Biya qui est mis sur le banc de touche. C'est une décision de Hugo Broos qui fait jaser. Vous appréciez cette touche? Écoutez, moi je suis avocat de lundi à vendredi. Je ne suis pas spécialiste du sport, donc je pense que ceux qui sont en charge de gérer l'équipe nationale du Cameroun ont plus de compétences que moi dans ce domaine. Et ils vivent avec le groupe. Nous devons avoir l'humilité de ne pas être connaisseurs ou connaissants en tout et admettre que nous n'avons pas tous les éléments pour apprécier. Le coach d'une équipe vit avec elle, il connaît ces éléments, il les maîtrise mieux que nous. Je pense que s'il met Biya de côté, il y a sûrement de bonnes raisons, soit il n'est pas en forme. C'est un nouveau management quand même. C'est un nouveau management qui est la porte. Voilà, c'est qu'il faut accepter, sûrement, de dire, il a le courage de mettre de côté le capitaine qui est l'un des plus anciens cadres. Peut-être qu'il y aura, moi ce que j'attends, les Camerounais également, c'est de voir ce que ça apportera, ce sang neuf dans cette gestion. Donc, l'équipe elle-même, elle a fait un match nul 0-0. Je pense que le drame qu'on a, c'est qu'on change beaucoup d'entraîneurs tout le temps, je crois, et qu'à tous les coups, on doit recommencer à zéro. On ne travaille pas sur la durée avec les mêmes personnes. Les Camerounais sont très impatients des résultats. Ils ne veulent pas attendre. Les Lions, c'est les Lions. Ils doivent gagner tous les jours. Même quand c'est des périodes creuses, nous ne voulons rien savoir. Nous devons être champions d'Afrique, champions du monde chaque année si c'est possible. Donc je pense que l'entraîneur a de bonnes raisons. Et nous espérons, nous les Camerounais, de voir une équipe plus performante et qu'il nous fasse encore sourire demain. Nous demandons le meilleur pour notre équipe. Merci à vous d'être venu. Jean-Baptiste Atemengue, bonjour. Bonjour et bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. Je ne vous présente plus aux téléspectateurs de Canal Presse. Avec vous, commentons cette campagne publicitaire pour susciter l'économie et le partage de l'énergie de Eneo qui a été stoppée. Ces mutations qu'il annonce ce fait de nos semaines et dit que l'instruction vient de la présidence de la République. La police a même arraché, selon le journal, les affiches de la campagne à Douala et à Yaoundé dans un contexte où on doit peut-être faire la part belle à l'économie de l'énergie puisqu'on est, on va le dire comme ça, en pleine crise. Quelle est votre réaction sur ces faits? Moi, j'ai lu le message. Je crois que le message du partage du peu de production d'énergie, qu'on a un bon message. Bon, l'agence de communication qui a préparé la diffusion, et je crois qu'elle s'est peut-être trompée de forme. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles on a retiré les photos des personnalités. Mais je crois que le message est bon. Puisqu'on n'en a pas assez, il vaut mieux faire des économies du peu qu'on a. En parler de toute façon, peut-être. Je crois que ce qui posait problème, c'était les photos des personnalités. Je crois que lesquelles personnalités n'y sont pour rien, je suppose, puisque c'est Néo qui a initié la campagne de communication avec probablement l'assistance d'une agence. Oui. Donc les personnalités n'y sont pour rien, mais malheureusement, je crois que c'est cette forme-là qui a peut-être réveillé quelques susceptibilités. Gardons la campagne, mais changeons les personnalités. Peut-être la forme, peut-être les photos des personnalités jeunes. D'accord. Merci à vous d'être venu. Docteur Hilaire Kamga, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les citoyens et citoyennes qui nous regardent et qui forcément attendent une alternance pour que leur situation change au Cameroun. Juriste aussi, vous nous venez de l'offre Orange. Avec vous, cette actualité qui nous vient de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma qui est sommé de rembourser donc les frais de rénovation de sa propriété. C'est une décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine et c'est un exemple à suivre en matière de dépenses publiques. Non seulement c'est un exemple à suivre en matière de dépenses publiques, mais aussi en matière de fonctionnement de la démocratie. Lorsque les bases d'une démocratie sont solides et qu'une culture démocratique est véritablement ancrée dans les pratiques, dans les pratiques dans une société, on arrive à des choses de cette nature et puis tout le monde en est fier. J'aime particulièrement M. Zuma, même malheureusement l'acte qu'il a posé à travers sa villa de Kandla n'est pas un acte quand même assez positif. Bon, on est quand même intéressé de voir ce qui se passe là-bas parce que
Heureusement que nous ne sommes pas sud-africains, parce que si on était sud-africains, je crois que la Cour constitutionnelle là-bas, c'est constitutionnel, donc la Cour suprême camerounaise qui joue ce même rôle ici serait envahie, parce qu'à la réalité, qu'il s'agisse des chefs d'État ou des ministres ou des premiers ministres, tous au Cameroun, se sont illustrés, c'est des faits aujourd'hui par des actes autant similaires, c'est-à-dire, et qui ont même d'ailleurs été mis dans les budgets, c'est-à-dire que vous voyez comment, à travers le budget, des gens vont se tailler 100, 200 millions de francs pour refaire leurs villas et autres, et même faire leurs écoles, leurs centres de formation, c'est le budget national qui finance. Donc, pour le cas Zuma, je pense que c'est quand même assez intéressant de voir que dans un pays démocratique, et ça nous interpelle, lorsqu'il y a vraiment un check en balance, c'est intéressant. Lorsque l'exécutif ne peut pas donner des ordres au judiciaire, c'est très important, on arrive à des choses de cette nature. Maintenant, l'Afrique du Sud va peut-être connaître un bouleversement politique très important. Zuma ne sera forcément pas destitué par la procédure qui a été engagée. Ça, c'est évident, au regard de la majorité dont son parti, et surtout ses fidèles, où il ne faut pas oublier qu'il a quand même fait 10 ans de prison. Il est quand même parmi les icônes qui ont marqué la lutte contre le régime d'apartheid, avec Mandela et les autres. Donc, il a quand même encore assez de fidèles et qui sont au Parlement, qui ont le contrôle du Parlement, et par conséquent, il ne peut pas y avoir d'institution parlementaire. Par contre, l'ANC, forcément, va essayer de colmater les brèches avec une procédure interne pour faire que M. Zuma soit obligé peut-être de démissionner, si vous voulez, de démissionner, qu'on l'oblige à démissionner, comme on a fait pour son prédécesseur, Thabo Mbeki. Merci à vous d'être venu. Professeur Missanga Nyamding, bonjour. Ah mais tout, vous avez un sourire. Bonjour. Ça fait plaisir de vous allez trouver. Bien je vais bien, madame. Voilà. Et surtout, votre sourire et c'est convivial. Ça prouve que on a encore ici le sourire au Cameroun, malgré tout le désordre que les uns et les autres affichent ici et là. C'est on l'affichera jusqu'à la fin au moins de cette émission. Mais je vous suggère de donner un conseil aux élèves qui reprennent les classes demain. Vous savez, c'est le troisième trimestre qui reprend. Oui, la prépa et puis surtout en troisième trimestre. Comment on engage cette étape parfois importante pour ceux qui préparent les examens? Elle va d'abord, c'est le trimestre le plus court de l'histoire de l'enseignement, aussi bien au Cameroun, en Afrique qu'ailleurs. Alors, ceux qui préparent les examens doivent tout de suite se jeter à l'eau parce que c'est terminé. Le brevet, le probatoire, le bac, c'est pour bientôt. Et là, il faudrait aussi que les groupes d'études se mobilisent maintenant, pas demain. Et bien maintenant, vous savez que le passage en classe supérieure dépend souvent de deux éléments. La note du premier trimestre, la note du second trimestre. Et bien là, ceux qui ont eu peut-être 8, 9 et 10 ne doivent pas se décourager. C'est vrai qu'un enfant qui se bat très bien, qui a été peut-être perturbé parce qu'il n'a pas eu de l'eau, de l'électricité, ou encore un père déflaté, peut encore se rattraper et avoir 14 moyennes. Je crois que c'est ce que je peux dire en tant qu'éducateur. Tout est encore possible. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Voici l'essentiel de l'actualité de la semaine. La revue de la presse est signée de Liliane Dangué cette semaine. Bonjour, les lignes ont bougé dans le secteur de la santé ce mois de mars 2016. Après l'affaire dite Koumateke à l'hôpital Akintini à Douala, l'hôpital central de Yaoundé s'est invité au devant de l'actualité avec l'affaire dite cette fois des décès de 5 bébés prématurés faute de couveuse. Selon le jour, le corps médical avance l'hypothèse d'un avortement tardif tandis que la victime parle d'une négligence médicale. Mutation souligne tout simplement que c'est pathétique et va même jusqu'à évoquer une crise de confiance entre le public et ces hôpitaux dits publics justement. Émergence est revenue sur le film du décès de ces 5 bébés prématurés tel qu'il s'est déroulé là-bas à l'hôpital central de Yaoundé. Et si on parlait justement de l'accueil, pas seulement à l'hôpital central de Yaoundé, mais dans les hôpitaux publics, titré Cameroun Tribune, c'est un rapport à ce rappel à l'ordre du ministre de la Santé publique qui avait réuni autour de lui directeur général des hôpitaux, chef des districts de santé et autres directeurs. L'actualité, c'était également l'interdiction de la conférence de presse des partis politiques à Yaoundé, conférence de presse interdite et réprimée pour le plan de mutation. Le quotidien de l'économie en a fait le point. Au pied de une, mutation est revenue à la charge pour dire qu'en ces moments,
L'opposition politique surfe sur une vague de sujets porteurs de malaise social qui embarrassent le gouvernement. Et pourtant, le peuple est absent à ces mouvements des activistes. Autre absent, fait remarquer émergence, c'est Maurice Kamto. Il n'était pas de la répression dont étaient victimes mardi dernier ses partisans. Décidément, beaucoup d'interdictions cette semaine qui s'achèvent également, marquées par celle de l'hommage aux victimes de Boko Haram. L'exposition du collectif Uni pour le Cameroun, prévue à la Fondation Mouna, a reçu une fin de non-recevoir du sous-préfet de Yaoundé 1er. Sur le terrain, l'armée camerounaise gagne du terrain après les assauts victorieux de Gauché et de Koumche. Les forces de défense camerounaises et nigériennes, appuyées par la force multinationale, s'attellent à nettoyer les dernières poches de résistance de la secte terroriste. Présidentielle anticipée, Grégoire O n'a pas d'accord. Ainsi titré Prospective nouvelle de Jean-Baptiste Biailleux. Le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC n'a signé jusqu'ici aucune motion, ni dans la région du centre, ni dans son Nyon et Sceaux natal. Politica Hebdo voit une grande incertitude. Incertitude également dans l'affaire Flycam Inter. La nouvelle compagnie aérienne annoncée sur les lignes intérieures depuis le 27 mars dernier vient d'être suspendue par le ministre des Transports pour non-conformité à la réglementation. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Vous avez corrigé avec moi, il s'agit bien de Harley Debo en DB. Peut-être la semaine prochaine, nous retrouverons Liliane Dangué pour cet exercice hebdomadaire, la revue de la presse. Maître Sim, vous vous êtes remis de votre semaine? Je vais bien. Je suis très remonté. Je suis en colère un peu, mais je suis très en santé. Je pense que ce qui s'est passé me donne encore plus de force et d'envie de continuer à faire ce que je suis avoir écouté. En 2016 au Cameroun, il s'est trouvé que on a pu laisser que des policiers jettent de l'eau et du gaz lacrymogène sur des membres de l'opposition qui étaient assis simplement au sol. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des avocats et des enseignants. Non, moi je pense que tous les Camerounais qui étaient assis là ont le même droit à avoir du respect et qu'on ne peut pas asperger l'eau sur les gens qui ne présentent aucune dangerosité. Je suis en colère parce qu'on montre une image très négative de mon pays. Mais la colère a laissé la place à la honte. J'ai même plutôt honte maintenant. Vous savez, aujourd'hui, j'ai des coups de fil d'ailleurs, on me disait, c'est dans votre pays. Je devais quand même dire que oui, c'est dans mon pays. J'aimerais que ça ne se passe pas comme ça dans mon pays, que des leaders connus dans ce pays, qui sont assis au sol, qui veulent simplement dire leur point de vue sur la marche des affaires du pays, puissent être aspergés par de l'eau. Voilà. Donc, je ne sais pas qui a autorisé ça. Certains policiers ont été très corrects. Ils nous ont laissé vraiment debout là. Mais il y en a quelques-uns dont l'excès de zèle est motivé par je ne sais pas qui ont brutalisé un peu les gens. Voilà. Donc, ceux-là, parfois, n'aiment pas identifier. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'estime que si nous avons encore ce genre d'image du Cameroun, on sera le pays le plus dangereux du monde parce que M. Chiroma essaie de contester. Ces images montrent qu'on est un pays dangereux. Très bien, on va entrer dans le débat tout à l'heure. Guiba Igatama, vous n'avez pas été aspergé d'eau, mais votre exposition annoncée comme un hommage aux victimes civiles et militaires de Boko Haram a été interdite finalement. Oui, elle a été interdite après avoir été préalablement autorisée. Et une fois qu'on nous l'a signifié, nous avons respecté la décision. Ce que nous regrettons, c'est simplement le fait que nous ayons été traités un peu comme des voyous, alors que nous sommes connus et qu'on nous a envoyé d'abord la police qui nous a dit que la manifestation est interdite alors qu'elle n'avait pas un document, elle n'avait pas l'arrêté du sous-préfet, mais quand l'arrêté du sous-préfet est arrivé, évidemment, on a tout arrêté parce que nous ne sommes pas dans une logique conflictuelle, de confrontation. Nous étions là pour un moment de recueillement, pour pouvoir dire aux Camerounais, arrêtons-nous un moment, ceux qui sont intéressés peuvent venir se recueillir, parce que c'est une fresque qui est très importante, même pour les chercheurs. Sur cette fresque, vous pouvez lire que la plus jeune victime à 4 jours, le plus vieux à 87 ans. La ville qui a eu le plus de morts en une seule journée, c'est la ville de Fotokol. En février 2015, le quart, dont 141 victimes. Donc il y a quand même, au-delà de tout ça, il y a une histoire. Mais nous ne sommes pas inscrits dans une logique conflictuelle. On s'est dit, nous respectons la décision et une fois que l'administration
reviendra des meilleurs sentiments, nous allons refaire la même chose. Il y a quand même 2 cas de figure dans la même semaine, une manifestation autorisée et puis interdite après. Et puis la presse a semblé dire que celle du MRC n'avait pas été déclarée. Est-ce que vous avez suivi les mêmes faits? Bon, je ne sais pas. Il faut dire des choses comme elles sont. Quand la République est en congé, parce que une certaine équipe est en train de la prendre en otage, il faut se poser des questions sur la valeur du droit au Cameroun et de nos lois. Parce qu'à la réalité, on parle comme si on était dans une jungle où il n'y avait pas de règles, où il n'y avait pas de texte. Le MRC fait une réunion, je n'étais pas là, mais les faits étaient clairs, c'est dans le siège du parti politique. Et du coup, la lettre et l'esprit de la loi est clair là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, ils n'ont pas déclaré quoi que ce soit. Il ne faut pas tromper les Camerounais, il faut qu'on soit très clair. Qu'il s'agisse, tout à l'heure j'ai entendu Guibaï dire un truc, il a dit des choses intéressantes, c'est-à-dire leur attachement à la République. Mais simplement, je note qu'en même temps, on fait trop de concessions à certains qui deviennent des voyous. Parce que ceux qui sont appelés à respecter la loi, qui se retrouvent hors la loi, sont des voyous. Il faut le dire de manière claire. Et donc, la loi est claire là-dessus. Ils n'avaient pas besoin d'autorisation. Eux, les Guibaï, tel que la loi dit, ils étaient à la Fondation Mouna. À la limite, ils font une réunion qui est publique, donc ils ont besoin de faire une déclaration. Et cette déclaration, parce que le principe dit que la réunion est libre, quel qu'en soit l'objet. C'est ce que la loi dit. Et donc, quand vous voulez faire une réunion, vous avez une obligation d'information simplement du sous-préfet pour des besoins d'ordre public. C'est ce qui est écrit dans la loi. Et par conséquent, ils n'avaient même pas, sur le cas Guibaï, à venir interdire, parce qu'il n'a pas le droit d'interdire, qu'il s'agisse de la lettre de la loi ou de la jurisprudence constante en la matière, y compris celle camerounaise. Il n'y a pas de possibilité pour un sous-préfet au Cameroun d'interdire une réunion publique. C'est noté. Pour son nom, vous avez la même lecture. Il n'y a que pour le cas de la manifestation. Non, pas du tout, pas du tout. Il est Kanga, c'est mon ami. Je vais d'ailleurs vous dire, comme je l'ai dit ailleurs, que s'il y a des compatriotes qui peuvent venir chez moi, je laisse un verre, je reviens sans avoir peur. C'est bien des amis comme il est Kamga ou Mektesim. Mais ce qu'il dit n'est pas du tout vrai. Pour une seule raison. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai beaucoup discuté avec les cadres du MRC. Je voudrais vous dire que la réunion, effectivement, n'a pas été déclarée. Or, quand vous voyez ceux qui étaient, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, moi je l'ai écouté à plusieurs radios FM, où une rencontre était organisée, les journalistes y ont d'ailleurs été conviés. Il y avait des leaders des partis politiques, du CPP, du MRC, de l'UPC, des Fidèles, etc. Oui. Et il faut quand même dire que la loi, c'est la loi. La loi est dure, monsieur. La loi. À partir du moment où, je vous dis exactement ce que la loi dit. D'abord, au niveau de l'esprit de la loi, à partir du moment où vous vous réunissez, même dans votre chambre, et vous faites une telle annonce, la réunion n'est plus privée, le cadre n'est plus privé. Il s'agit, oui, maître, oui, pour avoir du sourire, mais vous allez le démontrer. Et à partir de là, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas demandé d'autorisation. De deux, lorsque nous voyons, après les actes posés, la posture affichée par les leaders politiques qui étaient, et voilà les motifs, nous voulons marcher pour dire non à Eneo qui ne nous fournit pas d'électricité, nous marchons pour avoir de l'eau potable. Mais écoutez, ne me coupez pas, arrêtez, vous allez avoir votre parole. Je vous dis la déclaration post-incident. D'accord. Je dis bien post-incident. Je pense quand même que vous n'êtes pas un syndicat. D'ailleurs, le rôle des partis politiques, ce n'est pas de marcher, monsieur. Et à partir de là, on a aussi entendu certains dire tout le monde va s'habiller en noir pour dire non à l'appel à candidature. Non, mon Dieu, entendons-nous bien. Moi, quand je viens ici, je viens dire ce que j'ai à dire. À partir du moment où le RDPC, mon parti politique, dit appel à candidature, ne nous instituez pas ce qu'on appelle en sciences politiques la démocratophage. C'est-à-dire un système qui avale la démocratie. Je chute. Parce que le temps que nous avons passé est court. Et voilà. Vous savez que dans le monde, il y a deux types d'activités, crédibles ou incrédibles. On est crédible quand on vient avec un programme politique. Et bien, effectivement, on est aussi discrédité lorsqu'on vient avec la violence ou le banditisme politique. Ils ont au moins réussi leur coup. Je pense que mes amis du MRC,
qui n'ont pas de programme et de vision politique, voulaient se faire voir. C'est pourquoi je pense pour ma part que si j'étais une autorité, si j'avais mon influence là-dessus, j'aurais dit laissez-les, ils sont impopulaires, ils cherchent la popularité. Parce que là au moins, ils ont réussi à mobiliser l'opinion internationale et nationale qu'ils existent. Merci. Jean-Baptiste Atemengue, réunion interdite au motif de ce qu'elle est de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. Vous consentez à cela? Je ne vais pas me substituer à l'autorité administrative qui a jugé au regard de son contexte et des raisons observées, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration. Donc, en réalité, l'autorité administrative est venue lui-même, a dû utiliser peut-être les services de sécurité pour savoir ce qui s'est passé. Officiellement. Non, il n'y a pas eu de déclaration telle que j'ai lu. On parle encore des faits commentés par... Et ensuite, l'autorité administrative, telle que j'ai lu dans la presse, a laissé entendre que, au-delà de la réunion qui était publique, conférence de presse, il y avait une possibilité de marche ensuite. Bon, là, ça fait réunion et manifestation sur la voie publique. Tout à fait, ne le coupez pas. S'il vous plaît. La démocratie... Ne vous comportez plus comme Aoudja. S'il vous plaît. L'objet, j'ai entendu l'objet. L'objet, un des objets de la conférence de presse, c'était de s'opposer à la révision constitutionnelle en vue d'une élection présidentielle anticipée au siège du MRC. Le président du MRC était au gouvernement en 2008. Il a soutenu implicitement et explicitement la révision constitutionnelle. Et peut-être parce qu'il était au gouvernement. Aujourd'hui, celle-là était plus fondamentale. Parce que le calendrier électoral me paraît moins important que la révision de 2008. Il faut être constant dans la vie et ne pas être opportuniste. Que le MRC organise, rassemble les partis politiques à son siège aujourd'hui pour dire non à la révision constitutionnelle me paraît faire preuve d'une inconstance. Et la démocratie, partout ailleurs, même en France, il y a, je suis d'accord, la liberté de réunion, de manifestation sont les libertés fondamentales. Et de pétition. Et ça s'applique maintenant à chaque contexte. Nous ne sommes pas en 70 ni en 80 comme aujourd'hui, il faut l'avouer. C'est compris, Jean-Baptiste. Mais maintenant, c'est à nous tous de respecter la loi. Je pense qu'il ne faut pas... ce n'est pas une guerre civile partie contre l'administration. Il faut respecter la loi. Et je voudrais, avec vous, Maître Sim, peut-être revenir sur cette loi. L'article 2 de la loi 90 portant régime des réunions et manifestations publiques, l'article 2 dit qu'à un caractère public, toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au public. L'article 3 dit que les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Et puis l'article 6 dit sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes et d'une manière générale toutes les manifestations publiques. Quand on a dit ça, on revient à l'objet de votre réunion. A-t-elle été déclarée ou pas? Avait-elle besoin d'être déclarée? Voilà, répondez. S'il vous plaît, je voudrais prendre un peu de temps pour dire ceci, mais en très peu de mots. Il faut qu'on s'entende sur les mots parce que la loi, je suis un juriste, un concubin chez nous n'est pas une épouse. Il faut qu'on s'entende sur les mots. La loi a prévu deux régimes différents. Une manifestation publique est celle qui se déroule sur la voie publique. Tout à fait. Un cortège, un défilé, c'est sur la voie publique. On marche, elle est mobile, manifestation. La réunion publique est statique, elle se tient à un seul endroit. Donc, c'est deux chapitres différents. La manifestation. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi dire. Ne jouez pas son jeu. La manifestation peut être statique aussi. Camarade, laissez-le parler. On va le coincer parce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Je m'excuse pour lui. Alors, il se trouve que dans les deux cas, il ne s'agissait au MRC ni d'une réunion publique, ni d'une manifestation publique. Nous voulions organiser une conférence de presse. C'est-à-dire qu'un parti politique décide d'inviter des journalistes pour leur donner de l'information ou donner sa vision. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc, il faut qu'on cesse de mélanger les pommes et les patates. Donc, le lieu était privé. Le lieu, alors, je vais vous dire, il y a une réunion au siège du MRC le lundi entre 16h et 22h qui réunissait Maître Sim, Onana Victor de l'UPC, Ndema de l'UPC, Kawala du CPP,
un cours vendeur. Il y avait une réunion la veille. Et celle-là n'avait pas été interdite? Du tout, puisque ça veut dire, on a fait une longue réunion pour préparer la conférence de presse. La veille, la réunion a été interdite. Mais comment vous retrouvez sur la voie publique, donc, si vous partez d'un siège? Alors, nous sommes au siège du MRC. On nous empêche d'accéder au siège. Je vais vous dire, en 2016, dans mon pays, je suis arrivé à Oja, vice-président national du MRC. Eh bien, il m'a été interdit à moi, M. Sim, d'accéder au siège de mon parti politique. C'est quand même incroyable. Donc, finalement, quand l'arrêté arrive, on finit par me laisser entrer au siège du MRC. À un moment donné, donc, les policiers violent ce siège avec des armes et des matraques et mettent, pas des armes, des matraques, et mettent donc tout le monde à l'extérieur. Donc, en fait, c'est la police qui met des gens qui sont dans une clôture à l'extérieur. C'est eux qui créent le problème, ce n'est pas nous. Qui organisent la manifestation. Okay. Et vous verrez bien qu'ils étaient 300 policiers, on était moins de 50 personnes. Il faut savoir que c'est eux, donc, à ce moment-là, qui manifestaient. Et donc, je veux qu'on s'entende. Oui, il n'y a pas eu question de réunion, parce qu'il y a eu une réunion la veille. Et je dis ceci. Est-ce que M. Chiroma, ministre de la communication au Cameroun, qui tout le temps réunit les journalistes en conférence de presse, a-t-il jamais eu à déclarer cela? On ne peut pas imaginer qu'une conférence de presse soit déclarée 3 jours avant. C'est un point qu'on donne aux journalistes, on peut le faire. Je peux décider aujourd'hui de vous inviter pour vous informer. Ce n'est pas une réunion, donc on s'entend. D'accord. Qu'on cesse de nous prendre pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et je vais finir par là, vraiment, je vais le dire. Oui. Le principe de la loi de 90, c'est qu'il est interdit d'interdire une réunion. Madame, je vais vous le lire, ce que vous n'avez pas lu. Il est dit que seul le bureau d'une réunion peut suspendre ou arrêter la réunion. Seul ce bureau. C'est quand c'est une manifestation publique qu'on peut l'interdire. Mais pour les réunions, même ne pouvons pas interdire une réunion. C'est le bureau seul qui peut suspendre ou arrêter la réunion. Le principe des réunions, précisément, c'est que personne ne peut ni les suspendre ni les interdire, sauf si c'est le bureau de la réunion. Donc on s'entend. Il ne faut pas qu'on dise des choses comme si on ne savait pas de quoi on parlait. Est-ce que cela a souvent porté à controverse de l'origine ou bien la qualité d'une réunion? Non, il faut comprendre. D'une manifestation. C'est important. Hein. Je peux ne plus prendre la parole. Oui, il faut s'entendre dessus. Je peux ne plus prendre la parole pour cette phase, mais j'ai envie, parce que c'est au cœur de la démocratie ce qui est en train de se passer. Oui. C'est une question centrale, que le temps qui me soit donné puisse être décompté pour la suite. Non. La règle du jeu, c'est 2 minutes. Mon cher frère Abi. Il est non. Bon, tu en as pris 30, mon cher. Je prends 2. Bon, d'accord. Je voulais et donc, notre charmante présentatrice a réussi son émission. Une fois pour toutes, on ne trompe pas les Camerounais. La loi est dure, mais c'est la loi. Oui. Très bien. En 90, lorsque M. Biapol avait encore les rênes du pouvoir, parce que vous notez qu'on est quand même en gouvernement automatique aujourd'hui, pratiquement, on ne peut plus gouverner. Ça n'engage que vous. Oui, bien sûr, c'est moi qui s'engage. Il a quand même mis des experts en place, des universitaires qui étaient des républicains, des patriotes, qui ont conçu ces lois que vous êtes en train de dire. Et ces lois sont le socle de la démocratie. Cette loi est claire, Madame Carole Yemelon. Il n'y a pas de possibilité d'interdire une réunion publique. Aucune possibilité, médecine l'a dit. C'est la lettre de la loi. Et quand les gens conformes à l'ENAM, une école qu'on va fermer d'ailleurs lorsque les choses vont changer, quand ces gens-là ont commencé à manipuler, récupérer administrativement les acquis de la démocratie, en convertissant ces régimes de déclaration en régime d'autorisation, on est monté au créneau. Et on a fait parler les juges. Pour qu'au-delà, les problèmes d'interprétation, qui d'ailleurs n'auraient jamais dû exister, que les juges soient questionnés pour qu'on produise une jurisprudence au niveau national. Parce qu'au niveau international, la jurisprudence était constante. Les réunions, on ne peut pas les interdire. Parce qu'on ne peut pas anticiper sur ce que vous avez à faire dans une réunion. Même sauf si ça porte... Il n'y a même pas ça. Non, on ne peut pas savoir avant. Ça, c'est l'esprit. Je suis en train d'expliquer la loi. On ne peut pas à l'avance savoir que quand vous nous invitez ici, sur ce plateau, on va bagarrer avec Pascal ou telle personne. Donc on ne peut pas, on lit pas dans la bouche. C'est le principe de la démocratie. Donc le législateur camerounais a été clair là-dessus. On ne peut pas interdire. Et pour ce qu'il a autorisé, donc pour ce dont il a autorisé l'interdiction, c'est-à-dire les manifestations publiques, même là encore, il a soumis cette interdiction à 3 conditions préalables. On y va dans des conditions de nullité, c'est-à-dire en l'absence desquelles cette édition est nulle et de nul effet. 3 conditions. 1, il faut que ce soit notifié, pas arrêté au domicile des personnes. Il y a tout un débat sur la question de domicile élu. La jurisprudence a reclarifié cela. Mais tant que ce n'est pas fait par arrêté
est notifié. Pourquoi l'arrêter? Parce que c'est un acte administratif pour lequel oui. c'est un acte administratif tel que les victimes de cet acte-là peuvent saisir le juge au motif que l'acte... la loi prévoit d'ailleurs. Donc c'est de ça qu'il est question. Oui. Et pour les interdire, oui. Les conditions préalables, avant d'arriver à l'interdiction, sont de deux. Un, on appelle les organisateurs pour leur proposer que, bon, comme c'est sur la voie publique, et pourquoi on doit déclarer, pourquoi c'est substantiel? Parce que c'est sur la voie publique, au même moment que vous projetez de faire un truc à la poste centrale, il peut avoir le NDPC qui veut faire sa part, ou tel autre. Monsieur Biapo qui veut passer. Donc, c'est pour ça qu'il faut déclarer la manifestation publique de manière claire. On en vient à la suite tout à l'heure. Un autre lieu. Oui. C'est l'obligation qui est faite. D'accord. Il vous propose un autre lieu. Si ce lieu-là ne va pas, c'est à ce moment-là qu'il peut interdire. Donc, l'interdiction, tous ceux qui interdisent, c'est pour ça que plusieurs sous-préfets sont aujourd'hui poursuivis, et nous avons prévu déjà des formulaires pour que les différentes organisations et personnes qui sont victimes de ça puissent justement venir vers nous. On saisit les juges. Donc ils sont assez en justice. Oui, parce que finalement, il faut, je chute par là, j'ai déjà chuté pratiquement, il faut, pour sauver la démocratie camerounaise, que le judiciaire camerounais, que nous convoquons ici, puisse engager sa bataille contre le hold-up administratif. D'accord. Alors, Guibaï Gatama, est-ce qu'il n'y a pas aussi une interprétation abusive de la loi, de part et d'autre, peut-être des autorités administratives qui doivent la mettre en pratique? On a souvent vu même les journalistes sur les terrains de manifestation qui sont interdites, associés aux manifestants et traînés dans des commissariats. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'interprétation finalement? Madame, moi je vais vous dire, au-delà de ça, il y a un déficit même de communication. Pourquoi nous retrouvons dans ce genre de situation? Si je prends le cas du collectif Uni pour le Cameroun, si dans la soirée du 30, le sous-préfet nous avait dit « Je vous ai certes donné une autorisation, mais je ne peux plus, je vais la retirer et votre manifestation n'aurait plus lieu. » Nous ne serions pas venus. Si même le matin, parce que nous sommes arrivés à 7h30, faire des installations, il nous avait passé un coup de fil, ça ne se serait jamais produit. Peut-être qu'il y a des arbitrages de 2 minutes, non? Bon, mais je serais surpris quand même que l'autorisation soit donnée la veille et qu'autour de 9h30, la police s'amène. Non, je reste encore. Je reste dans la terminologie. Tu les ai, oui. Alors, ce que je regrette aussi, c'est la culture de l'intimidation. C'est-à-dire qu'avant que le document ne vienne, on vous envoie des policiers avec des matraques, avec, je ne sais pas, des casques et tout. Ça, ce n'est pas bien. On peut avancer. S'il y a un dialogue, il ne faut pas prendre directement les autres comme ceux qui vont s'opposer à l'administration, qui vont pouvoir attirer. Ça, c'est d'un. De deux, pour revenir au cas du MRC, j'ai écouté sur votre chaîne d'ailleurs, jeudi soir, le sous-préfet de Yaoundé, 4e. Il m'a inquiété. Il a dit à partir du moment où vous faites une réunion, même si je suis chez vous, si vous faites venir des journalistes, alors ça, elle devient donc, vous devez déclarer. Mais ça suppose donc que, comme le cas de la Kentini, quelque chose s'est produit à la Kentini, quelque chose de grave, de regrettable. Le ministre de la Santé se rend sur les lieux. Le chef de la communication, le ministre de la Santé, appelle les journalistes. Il doit déclarer. Donc vous retrouvez comment? C'est quand même, c'est un peu difficile. Et puis il a poursuivi Madame Carole, parce qu'il m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, elle ne s'appelle pas Madame Kaola. Je me suis dit, est-ce peut-être parce que nous avons des chefs de terre d'un certain âge qui ont peut-être de la prolongation et qui essayent de jouer sur des détails pour rester? Il a dit, c'est comme si l'œuf défiait le caillou. Mais donc, psychologiquement, déjà le chef de terre est dans une confrontation, non, on peut dépasser ça. Il y a des chefs de terre qui sont excellents. C'est lui qui est venu nous interdire. Mais il a eu l'amabilité de visiter la fresque. Oui, non, nous le lui avons demandé. Le commissaire de police qui est arrivé, c'était un commissaire gentil avec qui nous avons conversé. Donc, les choses, il est possible de discuter. Il ne faut pas simplement aller dans la logique de la confrontation. D'accord. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, la presse a tout fait de dire que le pouvoir en place est un peu frileux. C'est d'accord? Non, si c'est pour ça qu'il faut éviter de jouer au cache-cache. Je crois qu'il y a une préméditation de la part de certains leaders politiques. Le contexte politique est tendu, de leur côté surtout, puisque les appels à la candidature du président national du RDPC gênent. Et donc, il est question de leur côté d'imaginer des stratégies
opportunistes pour récupérer tout ce qui peut se Donc, présenter, pour essayer d'exister. Le pouvoir, c'est ça? Et on le sent très bien, on le sent très bien, puisque il y a une semaine, certains disaient qu'il y aurait une ou deux manifestations, donc ça se tramait au sein des milieux de l'opposition. Il y a une chose, la démocratie, elle évolue. Les fonctionnaires camerounais s'adaptent. Le sous-préfet de 1970-80, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas le sous-préfet de 2016. Chacun applique les textes et les lois aux hommes politiques de faire évoluer ces lois ou le contexte dans lequel on doit le faire. On a dit que les juges peuvent intervenir au cas où. Donc il y a cette possibilité, mais la démocratie n'est pas l'anarchie. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre le contexte que cette situation que certains leaders de l'opposition veulent créer a déjà causé beaucoup de dégâts au Cameroun. En 90, l'instauration de l'incivisme généralisé, la désobéissance civile, a désorganisé l'ordre public. Et aujourd'hui, on en est encore là. Un État démocratique, ce n'est pas un État où chacun conduit comme il veut, où chacun fait ce qu'il veut. Et si le Cameroun veut faire une démocratie aujourd'hui, il a plutôt besoin de renforcer l'ordre public. Et je pense que c'est une contradiction de proposer aux Camerounais d'instaurer l'anarchie sous prétexte qu'on va arriver au pouvoir par tous les moyens. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Je trouve que c'est plutôt très dangereux pour la démocratie. C'est plutôt très dangereux pour la démocratie. Vous êtes des acteurs très dangereux pour la démocratie. Moi, j'ai organisé des manifestations en France où j'ai milité. J'ai organisé des manifestations en France où j'ai milité. Je n'avais pas, quand je voyais sans CRS encercler ma manifestation, ça ne me gênait pas. Quand on me disait votre manifestation interdite, on me l'a fait en France. Ça ne me dérangeait pas. Vous voulez faire croire aux Camerounais que la démocratie, c'est l'anarchie parce que vous rêvez. Votre rêve, c'est d'organiser des insurrections populaires comme au Burkina Faso. Ce n'est pas ça la démocratie, de rêver des insurrections et de la désorganisation civile. Merci beaucoup. Non, c'est vous qui voulez instaurer la dictature. Est-ce que vous comprenez le fait que les partis politiques d'opposition se plaignent de ce que lorsque c'est le RDPC qui organise une manifestation, ça passe comme une lettre à la poste. On n'a pas souvent vu les manifestations du RDPC interdites. Est-ce qu'il n'y a pas du deux poids, deux mesures finalement? Madame, je voudrais vous demander une faveur, une doléance. Museler, Maître Sim. Avant que je non, pas sur ce plateau. Tout le monde a la parole, s'il vous plaît. Pendant que le RDPC a la parole. Je vous prie de le museler. Non, s'il vous plaît, allez-y. Bon, alors, je voudrais répondre en toute honnêteté. Lorsque le président Paul Biya, que nous soutenons, et que nous appelons à se présenter, et qui va se présenter, est arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982, nous avons des ordonnances de 62 qui privent les Camerounais de liberté. Il n'y a pas de liberté d'association. Les femmes, charmantes femmes comme vous et les autres, pour sortir du pays, il fallait l'autorisation du mari. On avait des prisons, ce qu'on appelait des hauts lieux d'insécurité. Mantoum, Tcholire, Yoko, qui ne permettaient pas aux Camerounais de s'exprimer. Mais si vous n'êtes pas content de vous... Et donc le président Biya a fait évoluer tout cela. Il a fait évoluer tout cela. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas de deux poids de mesure? Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a deux poids de mesure? Madame, ce qu'il pratique, c'est du terrorisme politique. En quoi? Pourquoi? Je voudrais corriger quelque chose. Hilaire Kamga est l'un des brillants spécialistes que moi j'admire en matière de droit électoral et autres. Mais il s'est trompé gravement. Et je voudrais rappeler à Hilaire qu'il est de la société civile. Parce que lui, il est toujours contre le gouvernement. Je n'ai jamais vu une société civile qui est toujours contre le régime. Est-ce qu'il y a du deux poids, deux mesures? Alors, je vais expliquer. L'erreur qu'il commet avec mon brillant ami, je voudrais vous rappeler que Maître Sim est mon avocat personnel. Bon avocat, mais mauvais homme politique. Est-ce qu'il y a du deux poids, deux mesures? Permettez-moi, j'arrive donc qu'ils commettent tous deux erreurs juridiques graves. Lesquelles? Quand vous lisez la loi, quel que soit le cas, le sous-préfet est juge d'opportunité. Je vous dis, les autorités nous écoutent. Moi, quand je viens sur un plateau, je discute avec les juristes, je discute avec des amis, quelle que soit leur tendance. Ils ont oublié ce fait important. Le sous-préfet, j'étais, et je chute là-dessus, avec mon ami Charles Ateba Yéné. Il publie un ouvrage, Le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes et du magico-anal. Je suis le préfacier. Nous déclarons
la présentation de l'ouvrage. Nous, l'administration a obligation, quand il y a déclaration, de vous délivrer un récépissé. Immédiatement. Charles Ateba-Yene et moi avons un récépissé. Membre du comité central du parti, biaïste. Quand le sous-préfet entre, alors que nous commençons la réunion, il nous dit 200-400 personnes il y a dedans, ça peut porter atteinte à l'ordre public. Je me suis retourné vers Charles, je lui ai dit, il est dans son rôle. Et donc vous avez levé le... Nous avons levé cette affaire. Ces gens savent ce qu'ils font. Maître Sip est un brillant juriste. C'est compris. Et les autres, mais leur stratégie c'est quoi? Ils n'ont pas de vision. Ils veulent donc créer l'anarchie, entrer dans les réseaux sociaux, sur ce point ils ont même réussi, et donner l'impression que finalement, la faute revient à l'État. C'est faux, vous étiez fautif, et ce type d'incident ne va pas vous amener au pouvoir. Merci. Parce que Paul Biya, pour arriver au pouvoir, n'a pas marché à Ouga, à Garoua ou ailleurs. Il s'est battu et il a eu le pouvoir. Je commence par vous, Hilaire Kambra. Est-ce qu'il y a donc un parti pris des autorités administratives? Non, je veux dire... Ils sont juges d'opportunité. Qu'ils s'expriment là-dessus. Je veux qu'il aime me répondre là-dessus. Techniquement. Techniquement. Allons-y. Permettez qu'il réponde. Je veux répondre techniquement, rappelant que nous avons des très très brillants administrateurs civils qui savent lire la loi. Mais nous avons aussi des carriéristes. Ce que Pascal vient de dire n'est pas fondé. Il est juge d'opportunité, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec lui. Brillant universitaire qu'il est, il a dit quelque chose de fondamental. L'autorité administrative peut juger de l'opportunité. Mais il ne juge pas de l'opportunité pour nous de nous réunir. C'est ça qui est la différence. Les acquis de liberté qui ont été consignés sont constitutionnels. Et on n'est pas en train de faire ici de la philosophie. On parle droit. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Allons jusqu'au bout. Le cadre légal qui est fixé rappelle le principe fondamental. Vous pouvez lire Maître Sim sur les libertés, les réunions publiques sont, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Monsieur le sous-préfet ne peut pas créer sa propre loi qui lui donne la capacité de juger de l'opportunité de ce que la loi... Mais est-ce que la loi dit qu'ils sont juges d'opportunité? Écoutez, il a ce pouvoir. Pardonne-moi, écoutez, j'en arrive. Vous m'avez pris encore 30 secondes. Donc je suis dans mes... il me reste 1 minute 30 secondes. Ah non. Exactement. Ah non, nous ne dérange pas. Oui, j'étais en train de rappeler qu'il n'y a pas de possibilité. Il n'y a aucun texte au-dessus de celui-ci, en dehors de la Constitution, et les textes internationaux pour lesquels le Cameroun est partie. Et ces textes-là, comme le Pacte international sur les droits civils et politiques, renforcent encore cette notion. Et notre législateur camerounais, qui a été extrêmement intéressant là-dessus, n'a pas donné de possibilité. Il faut qu'on le dise de manière fondamentale. Et quand le texte de la loi prête à confusion dans son interprétation, il est un brillant juriste avant d'être politologue et internationaliste, il le sait. On se réfère à la jurisprudence. Et que dit la jurisprudence actuelle? Elle est constante. Et je vous renvoie à la jurisprudence ACOA sur l'affaire État du Cameroun contre Jean-Marc Bikoko. C'est la jurisprudence en matière de réunion publique qui fait autorité aujourd'hui. Oui. Madame ACOA, le juge ACOA et sa collégialité et les différents juges rappellent le sous-préfet n'a aucune qualité pour se prononcer, pour interdire une réunion publique. Et elle revient d'ailleurs. Elle questionne la jurisprudence française sur cette question, sur la troisième dimension des conditions données à l'autorité administrative. C'est-à-dire que la première que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça doit être pas arrêté. Oui. La deuxième, ça doit être notifié, c'est-à-dire on doit aller, il faut faire un amendement pour qu'on aille déposer, et ensuite au domicile élu. Et elle questionne la jurisprudence française et la doctrine en la matière pour dire. Et si la question de domicile élu ne peut pas être atteinte, si on ne peut pas retrouver le domicile élu, donc la troisième condition n'est pas une condition obligatoire, mais les deux premières sont obligatoires. Donc il n'est pas question, pour terminer, je vais terminer par là, de dire qu'un sous-préfet, parce qu'il est représentant de l'autorité, peut venir mettre un biais sur des acquis fondamentaux que nous avons eu en 90. Je ne vais pas terminer, madame. Vous pouvez ne plus me donner la parole, sans rappeler qu'en... Je vous la donnerai toujours. Oui, sans rappeler que quand monsieur, mon ami Jean-Baptiste Atebé rappelle que le désordre qu'on a foutu en 90, non, monsieur, nous étions dans les rues, c'est nous qui avions mis cette pagaille, monsieur, ce n'était pas le désordre, monsieur. Voilà. C'était une revendication des libertés, monsieur. Ouais. Et c'est ça qui nous a permis... Oui, bien sûr, j'étais dans les rues avec mes amis, nous avons essayé de paralyser ce pays parce que... Mais vous n'allez pas commencer. Vous avez essayé de paralyser. Vous n'avez pas réussi. Et ça a permis quoi? Ça a permis quoi? Vous me laissez parler, monsieur. Il termine, je vous en prie, je vous donnerai la parole. Ça nous a permis d'avoir quoi? D'avoir cette
c'est important, monsieur. Monsieur Cette session de liberté à l'Assemblée nationale. Il était lucide. Il est toujours lucide. Mais il était quand même. Il gouvernait encore ce pays. C'est compris. Il gouvernait. Maître Sim. Et nous avons eu ces lois-ci parce que nous étions dans les rues. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ce qu'on a fait en 90, c'était de la délinquance. C'est non, compris. c'est ceux aujourd'hui qui nous privent de nos libertés, qui sont dans la délinquance. C'est noté. Et quand ils transforment le système de régime criminel, faites attention, monsieur Atemengue. C'est dangereux. Mathias Eric Onangini dit dans les colonnes de mutation que la possibilité que l'opposition redevienne compétitive en occupant le terrain et menant un certain nombre d'initiatives politiques inquiète le pouvoir. Vous avez cette sensation? Oui, absolument. Écoutez, j'entends M. Moussaya dire des choses absolument incroyables. Je vais répondre là-dessus. Et à Temengue, ils disent que nous ne représentons rien. Je dis qu'à Yaoundé en 2013... Vous faites du terrorisme politique. On était aux élections municipales à Yaoundé. À Yaoundé 2, en tout cas, les chiffres officiels donnaient au LDPC 51% et à nous 49%. Ils ne vont pas dire, ce sont intellectuels honnêtes, qu'on ne représente rien. Quand même, messieurs, des gens avec 49%, vous 51%, vous dites qu'ils n'ont personne après les élections, et c'est vos chiffres. Parce que le patriarche, l'autre là, avait dit qu'on sait comment vous avez gagné. L'autre là, c'est qui? L'autre là, c'est qui? On ne va pas s'attarder là-dessus. Je voudrais que vous évoluiez. De deux, le MRC, et vraiment c'est important que je le dise, le MRC n'a jamais fait une déclaration disant qu'on est contre l'appel de Paul Biya. Si on a écouté M. Kamp dans une chaîne de télévision concurrente, ou ce que j'ai écrit dans un communiqué il y a quelques semaines, nous disons que le RDPC a le choix de son candidat, ça ne nous gêne pas. D'ailleurs, je vais vous dire que pour le MLC, c'est notre rêve qu'on nous présente ce monsieur. On va bien le battre, lui, le monsieur 85 ans dans 2 ans. Nous, on le veut comme candidat précisément. Votre député à quel âge, Votre unique député à l'Assemblée à quel âge? Ce n'est pas là le débat, je vous en prie. Ah oui, bon, c'est un monsieur de 80 ans. Donc nous n'avons jamais dit qu'on est contre ce que Paul Biya soit candidat. Il peut être candidat s'il veut. Ce que nous refusons, et c'était le sens de la déclaration de l'autre jour de mardi dernier, c'est de dire que nous refusons une réforme clandestine de la Constitution qui ne va profiter qu'à une seule personne. Maintenant, on nous demande si on inquiète le pouvoir. Oui, elle m'a dit qu'il y a 49% et on évidemment inquiète le pouvoir. Mais je veux le dire, madame... non, pas Yaoundé, dans une commune. Madame, dans une commune de Yaoundé. Oui, allez-y. Je vais vous lire la loi. Je vais vous lire la loi. Voilà, très bien. L'article 5 du chapitre 1er dit ceci. Toute réunion publique doit avoir un bureau composé d'au moins 3 personnes, chargé de maintenir l'ordre. C'est le bureau qui maintient l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou de nature à inciter à la commission d'actes qualifiés, crimes ou délits. Le résultat administratif peut déléguer une personne. Je veux dire quoi? La loi est claire. Elle dit que c'est le bureau seul qui peut... Le bureau est là pour maintenir l'ordre de la réunion, empêcher toute infraction. Donc, en matière de réunion, c'est le bureau de la réunion qui a qualité, pas le sous-préfet. Il ne dit plus conférence de presse, il dit réunion. Non, c'est conférence de presse pire. Votre affaire a été quoi? Écoutez, une conférence de presse. Votre affaire a été quoi? S'il vous plaît, je vous permets de terminer ce savoir. Il y avait tous les terroristes avec des casiers judiciaires. S'il vous plaît. Votre réunion était quoi? S'il vous plaît. Vous dites est vrai. S'il vous plaît. Vous avez bien fait de lire ça. Alors votre réunion là, c'était quoi? Je ne vous ai pas donné la parole. Terminez. Maître, terminez. Mais c'est vous qui dites des choses. Alors je vais vous la retirer cette parole pour la passer à Denis. Non, allez-y, vous n'allez pas l'écouter, allez-y. Maître, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors je vais vous retirer la parole. Je vais passer à Guiba Gata tout à l'heure. Non, laissez-le. Mais allez-y. Non, je m'excuse, madame, vous comprenez? Je veux pas qu'il termine. Non, continuez. Je prie qu'on vous laisse terminer. Mais je vous ai demandé quelle était votre réunion par rapport au texte. S'il vous plaît. Nous avions préparé une conférence de presse. Voilà. Et ça, c'est quoi? Vous lisez quoi là? Vous lisez la conférence de presse ou vous lisez ici une réunion ouverte au public? La conférence de presse. La conférence de presse, monsieur Moussayamdi, n'est pas une... Je suis un juriste, hein? Elle est assimilable à une réunion ou quoi? Non du tout. Oui, c'est quoi? C'est une réunion qu'on appelle pour leur parler. Et je dis ceci. Et quand c'est ouvert à Kawala, vous voyez comment vous n'arrivez même pas à jongler? Un seul jour demandé... Merci, c'est compris. Vous nous l'aviez déjà dit. Madame, je vous prie, donnez-lui même une minute. Non, pas du tout. Alors, je passe à Guiba Gatama parce qu'on va évoluer dans ce débat, je vous en prie. Alors, Guiba Gatama, Aurore Plus a écrit dans le compte rendu de l'interdiction de votre manifestation qu'il y a une rupture de banc entre le collectif uni pour le Cameroun et le régime au pouvoir parce que, dit-il, vous avez bénéficié de l'onction de certains pontes du pouvoir l'année dernière lorsque vous avez réuni une 50aine de milliers de personnes sur le boulevard du 20 mai
pour soutenir nos forces armées et dire votre désapprobation devant cette guerre. Est-ce qu'il y a un divorce entre vous et vos soutiens? Non, nous n'avons de soutien que nous-mêmes. Les membres du collectif sont connus. Notre organisation est connue, la façon dont nous fonctionnons qui est connue. C'est malheureusement ce qui arrive au Cameroun. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, on se dit que ce n'est pas possible que vous puissiez faire cela. Donc forcément, il y a quelqu'un. Et peut-être ceux qui raisonnent comme ça se disent, s'ils étaient dans cette posture-là, ils auraient fait ça, ils auraient fait ça, ils auraient fait ça. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Moi, à mon âge, je n'ai pas besoin que quelqu'un se mette derrière pour me soutenir. Je suis une victime, vous voulez dire, directe du terrorisme, donc je n'ai pas besoin qu'on me paye pour pouvoir dire non au terrorisme, ainsi de suite. Non, il y a pas ça. Et j'ai aussi vu quelque part que l'interdiction était due à l'authenticité des victimes qui faisait problème. Le problème de l'authenticité. Est-ce que vous avez expliqué à la hauteur administrative la démarche Madame, sur l'arrêté, il est dit menace à l'ordre public. Bref, revenons même sur l'authenticité. Okay. Les victimes ont des cartes d'identité, pour celles qui en ont. D'autres sont reconnus dans leur environnement. Le ministre de la Communication, lui-même, dans une conférence de presse, a dit qu'il y avait 1098 victimes civiles. Ça, c'était en janvier 2000. Oui, je suppose donc que le gouvernement a authentifié ces noms. Le même gouvernement donne, et ce qui n'est pas mauvais, verse de l'argent aux familles des victimes. Et nous avions été en contact avec ces familles. Ces familles n'ont aucun document, ni de certificat de décès. Non, l'acte de décès, mais l'acte de décès ne figure même pas dans nos habitudes. Vous voulez qu'au village, les gens qui n'aiment même pas manger se préoccupent. L'acte de décès, il faut un intérêt. Ça, c'est des fonctionnaires, des agents publics, ceux qui travaillent dans des sociétés, qui peuvent constituer un dossier, oui, avoir un héritage, mais ne sous-estimez pas les villages. Les gens savent dans un village qui est qui. À Bodo, le dernier attentat de 32 morts, eh bien, on a reconnu 29 personnes, les 3 autres qu'on n'a pas reconnues, dans tous les documents, que ce soit dans des hôpitaux, chez les chefs de village, c'est marqué inconnu. Donc ne faites pas comme si les gens viennent d'ailleurs. Voici cette liste de presque 1269 Camerounais. Si on lit ça, je ne vois pas qui va dire celui-ci n'appartient pas à ce village. Parce que la liste est faite de telle façon que devant le nom, il y a l'endroit où la personne a trouvé la mort et la date. De telle façon que si quelqu'un veut faire une recherche, qu'il puisse faire. Moi, je regrette simplement. Je me dis qu'il y a un déficit de communication. Nous allons nous rapprocher de nouveau de l'administration pour pouvoir essayer de comprendre, pouvoir lever quelques équivoques. Parce que le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans un système où les militaires, dont nous saluons le travail, on leur rend hommage. Les membres du comité de vigilance qui tombent, on leur rend hommage. Mais des milliers de populations, de victimes, est-ce que tout le monde doit être membre du comité de vigilance ou militaire pour avoir un ils se sentent oubliés sur le terrain comme ça n'existait pas dans cette guerre. Mais il y a aussi le problème de post-conflit. Quand la guerre sera terminée, ce que nous souhaitons dans les jours qui viennent, mais les discussions autour des champs ont commencé. On va dire celui-là, il est mort, il n'est pas mort, il est où? Et puis il y a la mémoire même des habitants. Les gens se réfèrent au village à quoi? Aux saisons agricoles, aux récoltes. On dit il était mort quand on récoltait les arachides. Si vous laissez passer 6 mois, il va revenir, c'était peut-être les patates. Et à ce moment-là, une patate ou la récolte des patates, des arachides correspond exactement à un mois précis de l'année. Donc, un peuple, c'est aussi une mémoire. Il faut que dans 40 ans, quand on va dire quels sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut, quels sont ceux qui ont... Même pour les chercheurs, vous les enseignants, vous avez besoin de ça, même la cartographie des victimes. Je pense, moi, pour ma part, que c'est une incompréhension et on va travailler pour pouvoir lever cette incompréhension et essayer de trouver une solution à cela. D'accord. Alors, Jean-Baptiste Temengue, on sort d'ici avec quoi? C'est finalement des réunions, des manifestations. Quel est le canevas qu'il faudrait suivre pour être opposant au Cameroun et faire son travail? Il n'y a pas, ça ne concerne pas que les opposants, ça concerne toutes les associations. Il y a une loi qui existe dans le décret portant organisation du gouvernement en 2011. Le chef de l'État a donné entre autres mission au ministère de l'administration territoriale avec ses démembrements d'appliquer et de veiller au respect de ces libertés publiques et de veiller à ce que l'ordre public règne partout. Je crois que le Cameroun a besoin de plus d'ordre public. Et c'est ça la démocratie. Quand une bande, ce n'est pas un mot péjoratif, c'est des anarcho-pouvoiristes, estiment que la démocratie, c'est l'anarchie. Quelqu'un, maître, quand vous dites que
le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, donc autorité politique, légale et légitime, a besoin... Il n'est pas soumis à la loi. Non. Attendez, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, Je vous dis non. Un ministre du gouvernement n'est pas soumis dans le cadre de ses fonctions. Monsieur. Non. Si Romain, ça ne relève pas. doit le faire. Si le fait pas, pourquoi non le faire? C'est ça la nature. Vous pensez, le ministre n'est pas soumis. Un ministre de la République n'est pas soumis. Une communication gouvernementale telle que vous... C'est ça la nature. Quand vous, dans le cadre d'une association... La communication gouvernementale est soumise quand le ministre Issa Chourouma organise une activité dans le cadre du parti politique qu'il dirige, il est soumis à la loi. Tout comme tous les ministres dans le cadre du RDPC, ils le font. Mais en tant que ministre, il n'est pas soumis à cette loi. La loi, monsieur. D'accord, merci à vous. Merci. Alors, il est Kamga, ça devient difficile. Et ensuite, le problème est quand même... Le mot banditisme politique que le professeur Messangari, il est bien placé parce que, je vous ai dit, le président, votre président national, votre président national a validé la révision constitutionnelle qui était plus importante en 2008. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est très honnête. Et il a accepté d'être membre du comité central du RDPC. Parce qu'on a vu, il a accepté en 2011, il a accepté. Et c'est ça le banditisme politique. Et quand on a détecté ce piège, on l'a exclu de ce comité central à la dernière minute. Il a démissionné, il a laissé le parti politique. Maintenant, il est contre toute révision constitutionnelle. C'est ça le banditisme politique. C'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Merci. Vous avez la parole. Comment il faut finalement exercer son statut d'opposant au Cameroun si on ne peut pas s'exprimer librement dans les rues? Je sais pas vraiment. Comment il faut faire? Pour la simple raison que le débat on est en train de conduire maintenant me fait me rendre compte d'une chose intéressante, et avec gravité je le constate, que le virage criminel que le régime en place a pris est en train de faire que maintenant on veut même s'accaparer de nos libertés simplement. Ils sont accaparés de tout, notre argent, nos vies et autres, même les libertés. On veut maintenant dire qu'on n'a même plus le droit de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à réussir à dire que tout ce qui est texte encadrant, notre possibilité de nous exprimer, parce que la seule chose qui nous reste, c'est-à-dire que parler même, nous réunir avec d'autres, ne serait-ce que ça, puisque l'argent, ils ont tout pris, même les hôpitaux, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas soigner les gens. Même ça, on réussit maintenant à trouver des arguments pour dire que le droit, le cadre juridique, le cadre légal, nous permettant de nous exprimer, n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut et faire? Que des individus, quelque part, de temps en temps, peuvent, comme dans une science infuse, comme s'ils étaient dans un univers particulier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, justement, c'est ce que je m'interroge pour dire que si le droit ne peut plus être le cadre normatif avec le parti duquel nous allons nous exprimer, on va faire comment? Est-ce qu'il faut clarifier la loi? Est-ce qu'il faut la rendre vraiment? Il n'y a pas autre chose à clarifier. Est-ce que de tout ce qu'on vient de lire, Maître Emmanuel Sim, même Messanga Pascal, professeur, il vient de... Est-ce qu'il faut donc encadrer l'interprétation? Non, il n'y a même pas encadré. C'est clair. Première chose à faire, vraiment, si M. Biapol... Il faut sanctionner les autorités administratives. Si M. Biapol peut reprendre les gouvernails de ce pays, la première chose qu'il doit faire, aussi, en attendant, il doit cesser de faire du critère d'interdiction des réunions et de manifestation, l'un des critères de choix de ces hommes au gouvernement et autres. Parce que quand vous remarquez, vous vous rendez compte que tous ceux qui sont illustrés de manière assez brutale contre les citoyens, contre nos libertés, ont été promus. Préfet, gouverneur, ministre, par la suite. Donc, D'accord, terminez, je vous en prie. Si c'est le message qui est donné sur l'interprétation qu'on doit faire des lois, et que les gens peuvent se donner des libertés sur nos textes, ça pose un problème fondamental. C'est ce qu'il y a lieu de faire maintenant, comme solution. Oui. En attendant la fin du régime, il est important Vous attendrez longtemps. Oui, il est important Permettez qu'il termine, je vous en prie. Oui, j'ai juste à terminer. Oui, il est important que ce cadre juridique qui est extraordinaire et sa jurisprudence soit partagée, et la jurisprudence qui l'accompagne, constante qui l'accompagne, soit partagée de tous. Et que partout au Cameroun, parce qu'il y a quand même des très bons sous-préfets aussi,
et d'autres qui sont vraiment des carrières. Et que les délinquants qui en a parmi, parce que tous ceux qui sont en marge de la loi sont des délinquants. Là, nous sommes... Ceux qui sont dans la loi, que des gens s'apprêtent désormais à saisir les juges. Il y a plein de magistrats qui sont des très bons, comme Akoa, qui doivent dire le droit et condamner l'État, condamner les fonctionnaires qui se rendent, et qu'on les condamne tous. On verra comment le judiciaire va affronter l'administratif qui bloque notre démocratie. D'accord, merci. Maître Sim, Mutation s'est quand même demandé cette semaine si les Camerounais sont sourds aux appels à manifestation des partis politiques, parce que le journal a noté qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à votre manifestation. C'était le but ou bien c'était des leaders? Madame, dans quelle langue je dois le dire? En banais? Non, le banais n'est pas très compris quand même à tout le monde. J'ai dit que ce n'était pas une manifestation publique, c'était une conférence de presse. Donc logiquement, on attendait que les journalistes voulaient avoir 1000 personnes, sauf s'il y avait 1000 journalistes. Je veux qu'on s'entende. Vous aviez convié des gens forcément, donc dans un journalistes, le MRC, nombre le précis. CPP, et l'EPC et Univers avaient convoqué une conférence de presse. Donc, logiquement, la presse devait être là. Maintenant, pourquoi ces gens ne viennent pas? Je vais vous expliquer. Lorsque moi, j'étais là, assis au sol, ce jour-là, moi qui vous parle. C'est un spectacle terrible. C'était quand même incroyable. Lorsqu'on me verse de l'eau à moi, maître Simki, je suis avocat. Alors que mes pauvres clients qui sont au quartier vont oser se mettre debout, ils vont dire, mais si on fait ça, maître Sim, c'est terminé. Donc, le régime RDPC, c'est un régime de peur, madame. C'est un régime qui a créé la peur, c'est tout. Et donc, quand on fait ça, il y a deux objectifs. Un, l'humiliation des leaders. On nous prend dans un car de police, on met le gros camion devant nous. C'est un spectacle qui fait poum, poum, poum. Et donc, essaie de nous humilier. De deux, donc, en le faisant, la peur, c'est-à-dire que faire peur la dissuasion. Si on a arrêté Foguet, si on a arrêté Koumvondo, vous êtes qui? Donc, c'est pour essayer d'effrayer. Et donc, du coup, l'idée du pouvoir, c'est que quand on a fait ça, les gens ont totalement peur. D'accord, c'est compris. Ils ne viendront jamais à nos affaires. Mais ce qu'il faut faire, nous avons appelé. Je vais vous dire, je vais être clair. Je pense que M. Biava, ses émissions, souvent, on me l'a dit. Et les autres qui vont venir porter la parole après, je vais dire ceci. Nous allons, moi je suis non politique, je ne suis pas société civile, je suis non politique, je vais résister. Je refuse que dans mon pays, on viole la loi. Je ne veux pas accepter qu'un homme vienne dans ma maison violer ma femme et mes enfants et que je me taise. Non, je vais résister. Nous allons résister de manière démocratique et républicaine. Je vais dire ceci. Si un sous-préfet pose un acte illégal, eh bien, écoutez, nous n'allons pas continuer à accepter. On va le poursuivre en justice, on va le traquer jusqu'au bout. Comme celui qui vous a servi. Mais il va aller en justice, je lui ai dit, en face. On va aller en justice. Et il faudrait que l'État du Cameroun commence à demander aux sous-préfets de venir aux audiences. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Atémé a dit qu'un ministre n'est pas à déclarer. Donc un ministre n'est pas soumis à la loi. Je sors. Il faut que l'État, parce que dans le procès du Coco, Jean-Marc, que je défends, un procureur à Yaoundé, très courageux, a demandé que le sous-préfet comparaisse, il ne commande pas. Que ce fait les Yaoundé, combien là comparaissent, il faut qu'ils comparaissent. Quand ils vont commencer à comparaître en justice, ces gens-là, je pense que ça va s'arrêter. D'accord, et donc le courage, c'est d'aller en justice et de résister à la violation des lois. Et ça, nous le ferons. D'accord. Professeur Mianding, pour terminer sur cette question... Les grands mots théoristes, ça ne nous effraie pas qu'on nous insulte comme ça. C'est leur habitude d'insulter les gens. Ça ne fait pas beau quand même de voir des opposants camerounais à la télévision. Les images font le tour du monde. Et bientôt, on dira que l'état de la démocratie s'est dégradé au Cameroun. Vous assumez cela? Oui. Alors, s'il vous plaît, vous lui avez donné 1 minute de temps de parole. Allez-y. Mon temps de parole. Allez-y. Parce que moi, je parlerai 1 minute. Je suis prêt à lui en donner encore 1 minute. Moi, je comptabilise votre temps. Allez-y. Donc, je parle en 1 minute. Vous avez déjà fait 20 secondes. Bien, je voudrais dire que nos opposants n'ont pas de vision. Regardez le problème du Cameroun. Vous avez vu que personne n'a pu répondre à votre question. Nos opposants ne sont pas exemplaires. Vous avez des opposants qui sont chefs de parti. Une seule famille parfois occupe 3 postes. Chef de parti, l'épouse députée, le mari maire. Ou alors, quand vous les voyez, tous ces tyrannosaures sont des anciens du RDPC. Maître Sim. Et pour l'image du Cameroun, oui, je reviens donc pour l'image. L'image est que Maître Sim est un ancien du SDF. Oui. Kawala est une ancienne du SDF. Oui. Ils sont instables. Ce sont des gens qui se cherchent. Pour la transhumance politique. Par la transhumance politique. Quand vous visitez dans le parcours de la plupart de nos opposants, que je dis à Hubert comme gars de la chaîne, ce sont des gens qui, et je chute là-dessus, j'ai dit 1 minute. Oui. Ah, ça fait déjà 2. Contre, non. S'il vous plaît, allez-y. Allez-y. Quand même, merci. Professeur Mianding, allez-y. Alors, à partir de là, vous verrez que ailleurs, lorsque le RDPC dit
voilà notre candidat, nous voulons qu'il soit reconduit. Pour deux motifs. Un, notre parti a des problèmes internes. Nous estimons que Paul Biya est le meilleur pour approcher le RDPC. Au niveau de l'État, nous estimons qu'en une année, on ne peut pas organiser 4 élections. Les législatives, les sénatoriales et le double scrutin. Alors, moi, il a répondu sur l'image du Cameroun. Hein. Vous êtes l'image est ternie par leur mauvais comportement. D'accord. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ailleurs, demandez à nos opposants si de leur poche, ils ont déjà construit des écoles, des routes. Les opposants, je vais terminer. Non, on va terminer là-dessus, je vous en prie. On va terminer. S'il vous plaît. Ma chute là va donc oui, s'il vous plaît. Oui. Les opposants camerounais, malheureusement, sont des fous du pouvoir. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le président Paul Biya n'a pas volé le pouvoir. Paul Biya et ce pouvoir africain que vous voyez là, c'est Paul Biya qui va le donner. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est lui qui donnera. Juste une seconde. Vraiment comptable. Je suis conscient de ce que je peux parler juste une seconde. En quelques semaines, le même groupe a quand même des antécédents. Madame Kawala a organisé 3 manifestations illégales à Kentini, ici à la Briquetie. Partout. Elle a pris part. Dès qu'on coupe l'eau dans un quartier, elle va organiser une manifestation. Elle n'est pas syndicaliste. Monsieur Nkoumvondo a mis le sous-préfet à Gaoundéré dans l'embarras. Le même Nkoumvondo, il a eu l'autorisation, il a déclaré une manifestation, appel à candidature, il a eu l'autorisation, il a fait venir et ses collègues et ses enseignants qui ont été embarrassés parce qu'il a dit appel à candidature, il pensait qu'en tant qu'ancien adjoint au maire du RDPC, il s'agit de soutenir Paul Biya. Dans la salle, c'était autre chose. L'objet était autre chose. Et donc qu'est-ce qu'on tire en conclusion? Et donc, il a embarrassé. Et comment vous voulez que ce sous-préfet lui redonne encore une autorisation alors que l'objet, la réunion, ce qu'il a décrit était tout à fait l'inverse de ce qu'il a fait. 30 secondes, parce qu'on va passer à autre chose. C'est du banditisme politique. 30 secondes. Non, c'est juste pour répondre à ce qui vient d'être dit. S'il vous plaît. C'est très important de... Mais respectez 30 secondes. Oui, je vais respecter les 30 secondes. C'est quand même indécent de venir nous entendre dire sur le plateau que les opposants qui manifestent sont en train de faire de la provocation. Pourtant, ils sont alors que régulièrement, on nous dit sur le même plateau qu'on ne voit les opposants que dans les télévisions. Quand il y a ce scandale qu'on a vu à la Kentini, Madame Kawala, et que les gens se retrouvent là, on estime que c'est une manifestation publique. Mais à la réalité, tout le monde ne peut pas être dans une logique criminelle qui habite comme les opposants. C'est-à-dire que aujourd'hui, écoutez, vous semblez dire que les mots que j'utilise sont forts. Non, pas du tout. Non, ces mots sont justes. C'est-à-dire que par quelques mots, je suis en train de théoriser. Ce ne sont pas les miens, c'est les vôtres. C'est-à-dire que la logique criminelle du système est établie aujourd'hui. Donc, quand les gens ne peuvent même plus avoir de sentiments. C'est lui qui est dans l'illégalité, qui n'est pas criminel. C'est celui qui fait respecter la loi qui est criminelle. Je suis en train de finir, monsieur. Quand on a vu ce qu'on a vu à la Kentini, on se serait attendu que tout le monde, y compris M. Biya-Paul, s'interroge que mais je viens de voir quoi dans mon pays? Que lui-même il vienne organiser la manif là-bas, on ne l'a pas vu. D'accord. Ce ne sont pas les manifestations illégales qui régleront les problèmes de santé. Monsieur, vous êtes de des solutions. On va revenir quand des gens s'en vont, monsieur, la réforme de la santé, c'est pas quand des gens s'en vont dans un robinet, dans une bonne fontaine publique, et trouvent que cette bonne fontaine publique ne donne pas l'eau, ils sont 10. Ils font comment? Ils engagent une manifestation légale. S'il vous plaît, non. Non, je vous en prie. Vous prendrez votre seconde tout à l'heure. Vous prendrez votre seconde tout à l'heure. Vous la prendrez tout à l'heure. Le cas de vous rappeler que le 22 mars dernier, à l'hôpital central de Yaoundé, une femme a perdu 5 enfants. La nouvelle a vite fait d'inonder les réseaux sociaux avec des accusations graves de négligence médicale. Et pour comprendre ce qui s'est passé, nous sommes repartis sur les lieux du drame. C'est une enquête signée d'Arnaud Guefak et de André Marindia. The country is threatening my life because I'm speaking the truth. Des pleurs, des émotions, c'est comme ça toutes les minutes ou presque depuis une semaine. C'est que je priais depuis que Dieu me donne. Ce matin encore, les proches de cette dame sont venus lui témoigner leur compassion à son domicile au quartier Carrière à Yaoundé. Honorine Si, 30 ans, est la mère des bébés décédés à l'hôpital central de Yaoundé le 22 mars dernier. 4 ou 5 bébés, le nombre fait débat. C'est l'hôpital qui dit que les enfants étaient sortis 5. Moi, je vois 4 enfants et c'est ma grande sœur qui a enterré les enfants. Il a vu 4 enfants.
Le bébé momifié, pas assez visible derrière les 4 autres. Sur la photo, la famille n'a peut-être pas vu. Le petit momifié là, oui. On voit, il est complètement noir, mais il n'est pas le seul dans cette situation. On voit celui-ci, le thorax qui est enfoncé, on voit le bras qui est noir, ici on voit le pied qui est noir. Donc vraiment... Photo prise en salle d'accouchement. Mais le grand débat, c'est autour de la prise en charge après accouchement. Problème soulevé en fond, l'indisponibilité des couveuses. Ce n'est pas un problème de couveuse, parce qu'on a une couveuse pour arrêter les enfants le temps qu'on cherche où l'enfant part. Mais les enfants n'ont pas donné du temps pour qu'on puisse réagir. Que s'est-il donc passé à l'accouchement? Quand le premier sort, il est momifié. Le deuxième sort, en pédiatrie, il dit mort apparent ou enfant étonné. Maintenant, comment les prématurés meurent? Premièrement, c'est l'hypothermie. Il y a la graisse marron. Et c'est ça qui sauve les bébés pour qu'ils ne meurent pas du foie. Et il n'y a pas à 24-26 semaines. On la met au plateau, avec le CP sur le plateau. Quand l'enfant sort, on met. Quand l'enfant sort, on met. Jusqu'à quand les enfants sont tous sortis. Et quand ils sortaient, ils bougeaient. Moi, il n'est pas pleuré, mais il bougeait. Je vois comment les enfants bougeaient sur le plateau. La nécessité des couveuses s'est donc présentée. À l'examen physique de ceux qui l'ont reçu, le cordon battait. Donc un médecin avec bon réflexe doit dire « il me faut le couveuse ». La sœur cadette de Honorine, qui l'accompagnait ce jour-là à l'hôpital, est mise en mission. Trouver à tout prix des couveuses dans d'autres centres hospitaliers. Nous la retrouvons au marché central de Yaoundé. Elle accepte de nous raconter ses instants douloureux avec le médecin en service, mais à visage caché. Elle se dit que tu s'est accouché 5, mais le premier est sorti mort. Il reste 4 qui est vivant. Donc, quand tu pars à Chantabia, tu cherches la couveuse. Je suis partie là-bas, il restait seulement 7 places. J'ai demandé que pardon, j'ai 4 enfants pour mettre dedans. On peut mettre le 4 là, ici, pendant que le coup n'est pas cherché l'eau. La femme qui était dedans me dit que je veux venir ici là, apprendre comment elle va travailler, que je sors. Je suis sortie. On me dit qu'elle vient ici à Nouvelle-Baston, pédestre. Je viens là-bas, on dit qu'il n'y a pas. On dit que je pars à Choumelin. Je pars là-bas, on dit qu'il n'y a pas. On dit que je pars à Hala. Quand je voulais partir, le docteur m'a appelé, dit qu'elle ne part pas. Attends un peu. Je dis oui, attends, on voit les enfants là d'abord avant que tu pars. La recherche a trop duré et les enfants sont décédés. Pour l'hôpital, les chances de vie étaient presque nulles à 22 semaines, 4 jours de grossesse. Entre le premier et le deuxième trimestre, c'est des avortements. Dans notre milieu, nous ne pouvons pas faire grand chose. La dame a pourtant suivi normalement ses visites prénatales. 4 au total, comme l'atteste ce carnet, à moins de 6 mois de grossesse. Et c'est dans ce centre de santé, Etukebe Baptisenta, qu'elle était suivie. On a suivi la femme si normalement comme les autres femmes. Avant de quitter ici, il n'y avait aucune complication. Mais normalement, toute grossesse, doublée ou triplée, plus de 1 grossesse, c'est 1 grossesse à risque. Et comme on n'accouche pas les femmes ici, donc quand c'est en condition comme ça, on doit référer dans un autre hôpital, là où la femme va accoucher, pour qu'on suive la femme bien, pour être sûr qu'elle va accoucher bien. Autre chose, l'échographie faite ici, à 4 mois de grossesse, présentait 3 bébés. Comment est-on arrivé à 5? Peut-être on avait fait l'échographie un peu tôt, qu'à ce moment, les 5 enfants ne présentaient pas bien. Ou d'autres, comme vous allez comprendre qu'avec 5 enfants, ça devait être le petit enfant, que 2 pouvaient être collés ensemble. Désormais, les bébés reposent quelque part en fou dans la Mofwa Famba. L'hôpital, lui, est déboussolé dans cette guerre ouverte entre lui et son public. Vraiment, je vous prie, aidez-nous à nous réconcilier avec notre public. Je vais vous permettre de dire
Une chose sur ce reportage que vous venez de regarder, Hilaire Kanga. C'est pathétique, ça traduit justement, c'est l'effet illustratif de la logique criminelle du système que nous avons. Il y a quelques jours, on avait l'affaire Koumateke, et puis on a vu comment M. Fouda s'est permis de venir banaliser comme ça cet incident grave, et M. Biapol n'a pas réagi. Il a maintenu en place, malgré le fait que Fouda, M. Mamadou Fouda, Mama Fouda, rappelait qu'il avait sorti un arrêté et que ça n'a une décision interne, ça n'avait pas été suivi, donc il n'y a pas de leadership dans son ministère. Là encore, il est resté en place. Il y a eu ces coups-là dans cet hôpital ici, où on n'a pas de couveuse pour pouvoir, on envoie des gens, des malades eux-mêmes aller chercher. C'est pathétique quand même. Pendant ce temps, les gens là qui nous gouvernent avec notre argent sont en train de se taper des évacuations sanitaires pour des paludismes. C'est d'une gravité extrême. On va passer au deuxième sujet. Vous, pour répondre peut-être à Hilaire Kanga, c'est que tout le système n'est pas effondré quand même. Non, Hilaire a raison sur ce point. Vous savez que la force du RDPC, c'est que par moment, nous avons des militants qui savent faire leur mea culpa. Il y a des problèmes de gouvernance dans certains secteurs. Prenez le cas de Mme Koumaté, qui est d'ailleurs notre fille, Koumateke, qui est de Ndombele, qui est notre fille d'une CAM. On entre... S'il vous plaît. Permettez-moi. Oui. Avançons, je vous en prie. Je vous dis qu'elle est de Ndombele. Moi, j'y S'il vous plaît, allons-y. Les gars du village nous écoutent. J'étais même chez elle, à côté de la directrice de l'école de Caïman où elle a vécu. Moi, j'ai mangé dans la marmite que Koumateke vendait. Contrairement à vous, qui êtes qu'à moi, mais on ne vous voit pas dans le camp. Alors, je voudrais donc préciser qu'ils ne savaient même pas que Koumateke... Je vous en prie, on va passer à autre chose. Alors, sur ce plan, quand cette dame arrive, je condamne l'attitude de l'administration qui n'arrive pas à reconnaître que lorsqu'on amène un corps, ce n'est pas des visus qu'on dit que cette personne est morte. Il y a ce qu'on appelle une mort clinique. Quand mon papa est décédé à la maison de suite d'une crise cardiaque, nous avons appelé un médecin, le professeur Soso, qui a reconnu que papa était décédé. Je peux continuer en disant que ce type d'affaires, de cas graves, nous permet de prendre conscience que, malgré les combats que fait le président Paul Biya, malgré les discours, qu'il y a encore des brebis galeuses, c'est-à-dire quelque part des canards sauvages, qu'il va falloir se tirer du système. Merci beaucoup. Du régime. Merci beaucoup. C'est pourquoi je dis que ça nous donne des leçons à tous. C'est pas mauvais de tel Je voudrais qu'on passe à autre chose. Je commence par vous, Jean-Baptiste Atemengo. Est-ce que le nouveau président de l'ANC a prêté serment cette semaine à Bangui et il y avait une brochette de chefs d'État qui étaient présents, mais le nôtre n'y était pas. Ça pose problème? Une brochette, je crois qu'il y avait 2 ou 3 chefs d'État. Le président Paul Biya a été représenté par le Premier ministre. Donc, c'est un très haut niveau. Est-ce que c'est important que le président y soit? La presse privée a semblé dire que nous laissons ainsi partir notre leadership sous-régional qu'on aurait pu affirmer dans des conditions pareilles. Ce n'est pas la communication qui est importante, ce sont des actes qui parlent. Je crois que le rétablissement de la normalité dans cette République frère est en grande partie l'œuvre du président Biya. Matériellement, nos hommes, il a envoyé, et diplomatiquement, il a soutenu la présidente de transition, le processus. Je crois que c'est ça le plus important. Et au nouveau président de parachever cette normalisation et cette pacification qui nous importe, puisque ce sont quand même nos voisins et que nous subissons régulièrement des conséquences, en tout cas des effets de la désagrégation de l'État centrafricain. D'accord. Je vais vous permettre aussi, Guibaï, de dire un mot là-dessus, puisque les priorités du nouveau président centrafricain sont beaucoup plus ancrées sur la sécurité. Finalement, on a intérêt à ce que ce pays soit stable, puisque nous avons payé quand même un lourd prix de l'insécurité là-bas. Bien sûr, nous avons intérêt. Je pense même que nous avons mis du temps pour agir, pour comprendre que notre sort, plus ou moins, était aussi lié à la situation de la Centrafrique. On n'avait qu'à voir l'insécurité à l'est et dans la Damawa et dans une partie du nord. Si vous prenez le département de Mayoré, avec les enlèvements des enfants, les prises d'otages, les prises d'otages, on en paye un autre tribut, mais c'est dû essentiellement au fait que
la Centrafrique n'était plus gouvernée. Et donc, à partir du moment où vous avez un voisin qui n'est plus gouverné, vous-même, vous risquez d'être déstabilisé. Alors, Hilaire Kamga, la France se retire à la fin de cette année 2016. C'est ce que Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a annoncé. Alors qu'il y a un nouveau scandale d'abus sexuels qui secoue la force sangariste en RCA. Vous direz quand même que le colon a accompli son devoir d'accompagner ce processus jusqu'à terme? Bon, la France, je crois que le retrait de la France est quelque chose de normal. Parler en termes du colon qui a compris son devoir, je crois que la France a intervenu à la demande quand même des États africains. Donc sur ce plan-là précis, il faut quand même le rappeler. Maintenant que les deux différentes communautés qui étaient en guerre semblent ont engagé un processus de réconciliation et que l'insécurité est en train de s'estomper et que le nouveau président a marqué son attachement ou alors son souci premier qui est celui de gouverner avec l'ensemble des composants de la société centrafricaine sans tenir compte des obédiences politiques, religieuses et autres. Et ça veut dire qu'il va intégrer les différents partis au conflit qu'il y avait. Ça suppose aussi que le niveau d'insécurité qu'on avait va peut-être baisser et ne nécessite pas forcément une présence internationale du genre présence française. Malgré cela, on sait qu'elle va rester d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a un processus de reconstitution d'une armée centrafricaine et comme nous sommes toujours dans cette logique d'extraversion, on a quand même des experts militaires qui sont en Afrique qu'on aurait pu convier, les Sud-Africains, les Camerounais, qu'on pourrait pu amener pour constituer l'armée centrafricaine, mais la France va rester. Ça, c'est un fait. Donc, voilà, je pense qu'on ne doit pas parler en termes de ça. Et parce que vous faites allusion aux violences sexuelles, aux abus sexuels qu'il y a eu, il faut encore aussi rappeler que ça n'est pas simplement du côté de la France, c'est aussi des Africains, les Camerounais aussi font partie. Donc, voilà, c'est une affaire totalement générale. Disons seulement que c'est bien qu'on en arrive là. Je suis convaincu que la Centrafrique va connaître quelque chose de mieux que ce qu'on a vu avant. Et peut-être que c'est une mauvaise leçon pour dire que, comme au Cameroun, il faut peut-être qu'à un moment donné, si on nous y pousse, qu'on en arrive à verser avant de ramasser encore. Mais les Centrafricains sont-ils prêts, selon vous, à regarder l'avenir, donc accepter de se laisser conduire par un nouveau président de ce calibre? Mais ils n'ont pas à être prêts, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est un peuple qui est dans un même pays, ils doivent construire une vraie nation et oublier les origines tribales, oublier les confessions religieuses. Je pense que je suis toujours très étonné, mais pas étonné, je vais dire attristé devant les Africains prendre des machettes entre eux. C'est qu'on peut critiquer après Sangaris, c'est vrai, mais Sangaris vient parce que deux Africains ont pris des machettes entre eux. S'ils ne luttaient pas Sangaris, ne venez pas. Il faut toujours qu'on sache d'où on parle. Et c'est nous qui avons demandé, nous Africains, à ce que la France vienne nous aider, comme si nous-mêmes nous ne pouvions pas nous prendre en main. On se plaint toujours des Français, mais l'Union africaine ne fait pas souvent grand-chose. Je pense que nos frères, nos voisins n'ont pas d'autre choix que de vivre ensemble. Le grand défi de M. Touadéra, à mon sens, c'est de reconstruire l'État. Vous savez, la Centrafrique, c'est 4-6 millions de personnes seulement pour un territoire très vaste. Donc il y a des zones absolument non peuplées. Il faut remettre en place l'administration, une armée, une police. Il n'y a pas d'armée en Centrafrique, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de sous-préfet. Il faut faire tout cela très rapidement. C'est d'urgence. Il faut pouvoir que dans chaque district, que dans chaque arrondissement, il y ait un sous-préfet, une autorité administrative. Sinon, on va retomber dans les seigneurs de guerre très facilement parce que ce qu'ils ont fait hier, ils peuvent le refaire aujourd'hui. Mais c'est une administration qui contrôle, je pense que ça pourra aller. Et comme disait Jean-Baptiste, pour une fois, je pense que nous sommes concernés. Je vais le dire en sortant. Je vais encore parler dans vous allez sortir puisqu'on est en train de terminer, oui. Je ne dis plus rien. Allez-y, terminez. Donc, je voulais terminer en disant que nous allons à l'Est, le MRC ira à l'Est le 23 avril prochain pour un grand meeting à Bertois. Et nous voulons simplement redire qu'en relation avec ce que j'ai dit là, si la Centrafrique n'est pas en sécurité, même le voilà, mais je pense que, j'espère que cette fois, les autorités administratives laisseront qu'un parti politique fasse un meeting dans la sécurité le 23 avril prochain. À l'Est du Cameroun. Vous avez l'habitude. Je vais demander à M. Sanga pour terminer, le dire. Il y a peut-être des félicitations à adresser à Catherine Samba Panza qui aura mené le processus jusqu'à la fin. C'est quel avenir pour vous, pour l'ancien maire de Bangui? D'abord, il faut féliciter certains acteurs, notamment Catherine Samba Panza. Vous savez, en Afrique, certains conduisent des transitions et finissent par se présenter et garder le pouvoir.
Le premier acteur à féliciter, c'est cette dame. Deuxième acteur, ce sont les forces étrangères. Quand on compare par exemple ce qui se passe en Centrafrique à la République du Congo, on a l'impression que lorsque l'extérieur s'implique et les Africains, ça marche. Là, la Centrafrique nous parle. Et dans ce jeu, il faut d'abord féliciter Paul Biya. Parce que quand vous regardez très bien, en tant que leader sous-régional, il a apporté un appui financier d'1 milliard. Les gens ne le savent pas suffisamment parce qu'il a compris que si les Centrafricains n'avaient pas un appui pour manger, pour organiser leurs élections, eh bien, ils ne seraient pas arrivés là. C'est dire que nul n'est prophète chez lui. Là encore, on vient d'avoir la preuve à travers la paix en République centrafricaine. D'ailleurs, Mme Sambampaza a particulièrement remercié, elle l'a dit, mon père Paul Biya. Vous voyez que nul n'est prophète chez lui. Nous avons une chance d'avoir un homme comme Paul Biya. Il faut aussi que désormais, tous les Camerounais continuent à le soutenir. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de rester sur Canal International et retrouver la reine ce soir après le journal de 20h30. Ce sera à 20h30. Les invités de poids lourd autour de Rodrigue Tongué qui va dérouler un nouveau concept. Vous ne perdez rien à rester devant votre téléviseur et regarder cette édition de la reine. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci d'être venus. Au revoir et bien sûr, restez sur Canal 2 International.